Les enquêtes de Victor Lefebvre, l'affaire des diamants volés. Chapitre 1, le signalement. Victor Lefebvre et Émile sont de retour à Bruxelles après leur péripétie parisienne. Tandis qu'ils savourent un moment de repos bien mérité, une lettre urgente arrive au bureau de Victor. La missive, scellée d'un cachet officiel, provient du quartier des Diamantaires d'Anvers, où un vol audacieux a eu lieu la nuit précédente. Victor se penche sur la lettre, ses yeux scrutant chaque mot avec attention. La police locale est déconcertée par l'audace et la précision des voleurs. Il lève les yeux vers Émile, qui est en train de préparer du café. Un vol de diamants, murmure Victor. Cela semble être une affaire sérieuse, Émile. Émile, curieux, s'approche et lit la lettre par-dessus l'épaule de Victor. Anvers est connu pour son commerce de diamants. Cela pourrait être l'œuvre de professionnels. Nous devons nous y rendre immédiatement. Victor acquiesce. Prépare nos affaires, nous partons dans l'heure. En route pour Anvers, ils discutent des détails de l'affaire. Le vol a eu lieu dans l'une des plus grandes maisons de négoce de diamants, appartenant à la famille Van den Bergh. Les diamants volés étaient d'une valeur inestimable, et la communauté des diamantaires est en émoi. Anvers, souvent surnommée la « capitale mondiale du diamant », est un centre névralgique de ce commerce depuis le XVe siècle. En 1891, cette réputation attire non seulement des négociants honnêtes, mais aussi des criminels avides de richesse. Victor et Émile arrivent à Anvers en fin d'après-midi. La ville est en effervescence, avec ses rues pavées grouillant de marchands, de clients et de touristes. Les bâtiments anciens se mêlent aux structures modernes, créant une atmosphère unique. Leur première destination est la maison Van den Bergh, située au cœur du quartier des Diamantaires. Ils sont accueillis par Peter Van den Bergh, un homme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux grisonnants et une expression d'inquiétude profonde. Peter les conduit immédiatement à son bureau, où un feu crépite dans la cheminée, réchauffant l'atmosphère sombre de la pièce. « Merci d'être venu si rapidement, » dit Peter, les invitant à s'asseoir. « Nous avons besoin de votre expertise. La police locale fait de son mieux, mais nous craignons que cela dépasse leurs compétences. » Victor écoute attentivement Peter expliquer les circonstances du vol. Les voleurs ont pénétré dans la maison par un tunnel souterrain inconnu de la famille. Les diamants étaient stockés dans un coffre-fort, qui a été ouvert sans laisser de traces de forçage. Un tunnel souterrain et un coffre-fort ouvert sans effraction apparente, réfléchit Victor à haute voix. Cela indique des connaissances internes ou un accès à des informations très spécifiques. Émile, toujours attentif aux détails, pose des questions sur les employés de la maison et les récentes visites de clients. Peter mentionne quelques noms, mais aucun ne semble suspect à première vue. Victor se lève et commence à examiner les plans de la maison fournis par Peter. Nous devons commencer par le tunnel. C'est notre seule piste pour l'instant. Peter les conduit au sous-sol de la maison, où le tunnel a été découvert. La pénombre du sous-sol contraste avec la lumière tamisée des bougies qu'il porte. Les murs de pierre dégagent une sensation de froideur et de mystère. Voici l'entrée du tunnel, dit Peter en désignant une ouverture dissimulée derrière une vieille armoire. Victor s'approche de l'ouverture, son regard perçant chaque recoin sombre. Émile, prends une lampe. Nous allons explorer ce tunnel. Chapitre 2, rencontre avec les Van den Bergh. À leur arrivée à Anvers, Victor et Émile se dirigent immédiatement vers la maison Van den Bergh. La famille est en état de choc, et ils sont accueillis par Peter Van den Bergh, le patriarche de la famille. Peter est un homme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux grisonnants et une expression d'inquiétude profonde. L'imposante demeure des Van den Bergh reflète leur richesse et leur position influente dans le commerce des diamants. Les lustres scintillants et les tableaux de maître au mur témoignent d'un goût raffiné et d'une prospérité accumulée au fil des générations. « Merci d'être venu si rapidement, » dit Peter, les conduisant à son bureau. « Nous avons besoin de votre expertise. La police locale fait de son mieux, mais nous craignons que cela dépasse leurs compétences. » Victor écoute attentivement Peter expliquer les circonstances du vol. Les voleurs ont pénétré dans la maison par un tunnel souterrain inconnu de la famille. Les diamants étaient stockés dans un coffre-fort, qui a été ouvert sans laisser de traces de forçage. Un tunnel souterrain et un coffre-fort ouvert sans effraction apparente, réfléchit Victor à haute voix. Cela indique des connaissances internes ou un accès à des informations très spécifiques. Émile, toujours attentif aux détails, pose des questions sur les employés de la maison et les récentes visites de clients. Peter mentionne quelques noms, mais aucun ne semble suspect à première vue.
Nous avons été très prudents, dit Peter. Seuls quelques membres de notre famille et de notre personnel avaient accès aux informations sur le coffre-fort. Victor s'intéresse particulièrement à un détail mentionné par Peter, la serrure du coffre-fort est un modèle récent, très complexe, réputé inviolable sans la combinaison exacte. Cela signifie que quelqu'un a dû avoir accès à la combinaison, note Victor. Madame Van den Berg, une femme élégante aux cheveux tirés en chignon, entre dans le bureau, visiblement bouleversée. Peter, avons-nous des nouvelles? Nous faisons tout notre possible, ma chère, répond Peter. Monsieur Lefebvre et son assistant sont ici pour nous aider. Madame Van den Berg s'assoit, essayant de se calmer. C'est un coup dur pour nous. Nous avons toujours cru que notre maison était un sanctuaire, un endroit sûr. Victor observe Madame Van den Berg avec empathie. Nous allons faire tout notre possible pour résoudre cette affaire. Chaque détail compte. Pouvez-vous nous dire si vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Des personnes ou des comportements qui vous auraient semblé étranges? Elle réfléchit un moment. Rien de particulier, sauf peut-être. Oui, maintenant que j'y pense, un des nouveaux employés, Klaus Müller, a agi de manière étrange. Il semblait toujours nerveux, et un jour, je l'ai surpris en train de fouiller dans des papiers dans le bureau de Peter. Peter acquiesce. Klaus a été licencié pour cela, mais nous n'avons jamais pensé qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose d'aussi grave. Victor prend note de cette information. Nous allons devoir parler à Klaus Müller. Mais pour l'instant, nous aimerions voir le tunnel par lequel les voleurs sont entrés. Peter les conduit au sous-sol de la maison, où le tunnel a été découvert. La pénombre du sous-sol contraste avec la lumière tamisée des bougies qu'il porte. Les murs de pierre dégagent une sensation de froideur et de mystère. Un souffle d'air froid s'échappe du tunnel, ajoutant à l'atmosphère sinistre. Voici l'entrée du tunnel, dit Peter en désignant une ouverture dissimulée derrière une vieille armoire. L'ouverture est à peine visible, masquée par des caisses et des outils de jardinage. Victor s'approche de l'ouverture, son regard perçant chaque recoin sombre. Émile, prends une lampe. Nous allons explorer ce tunnel. Émile allume une lampe à huile, et il s'aventure dans le tunnel. Les murs sont humides et le sol inégal, indiquant que le passage n'a pas été utilisé depuis longtemps, sauf récemment. Regardez ceci, dit Émile, pointant du doigt des marques sur les parois du tunnel. Ces traces sont récentes. Les voleurs ont dû les laisser en transportant les diamants. Victor observe les marques de près, notant la direction qu'elles prennent. Nous devons suivre ces traces. Elles nous mèneront peut-être à une sortie ou à un endroit où les voleurs ont pu cacher leur butin. Ils avancent prudemment dans le passage étroit et sombre. Le tunnel semble ancien, peut-être utilisé à l'origine pour d'autres activités illicites. Des inscriptions à moitié effacées sur les murs suggèrent une utilisation remontant à plusieurs décennies, voire plus. L'odeur de terre humide et de moisissure envahit leurs narines alors qu'ils progressent lentement. Après plusieurs minutes de marche, ils atteignent une bifurcation. Victor s'arrête, réfléchissant. Nous devons choisir la direction la plus logique. Ces tunnels peuvent être un véritable labyrinthe. Émile examine le sol et les parois. Les traces sont plus prononcées à gauche. Les voleurs ont dû prendre ce chemin. Ils suivent la direction indiquée par Émile, traversant des sections plus larges du tunnel, où des supports en bois maintiennent la structure. Après une bonne heure de marche, ils arrivent à une sortie dissimulée derrière un bâtiment abandonné dans le quartier des Diamantaires. C'est une preuve que les voleurs connaissaient bien les lieux et les chemins secrets d'Anvers. Victor et Émile ressortent du tunnel, la lumière du jour les aveuglant un instant. C'est une piste précieuse, dit Victor. Mais cela ne fait que commencer. Nous devons maintenant identifier ceux qui ont pu orchestrer un tel coup. Ils retournent à la maison Van den Berg, partageant leur découverte avec Peter. Nous avons trouvé la sortie du tunnel, explique Victor. Les voleurs ont utilisé un bâtiment abandonné comme point de sortie. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Peter est impressionné par leur efficacité. Je suis confiant que vous découvrirez la vérité. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Victor et Émile se retirent dans leur quartier pour planifier la suite de leur enquête. Les premiers suspects commencent à émerger, et chaque détail les rapproche un peu plus de la résolution de ce mystère complexe. Chapitre 3, Exploration du tunnel. Victor et Émile descendent dans le sous-sol de la maison Van den Berg pour inspecter le tunnel. Munis de lampes à huile,
ils avancent prudemment dans le passage étroit et sombre. Le tunnel semble ancien, peut-être utilisé à l'origine pour d'autres activités illicites. Des inscriptions à moitié effacées sur les murs suggèrent une utilisation remontant à plusieurs décennies, voire plus. L'odeur de terre humide et de moisissure envahit leurs narines alors qu'ils progressent lentement. « Regardez ceci, dit Émile, pointant du doigt des marques sur les parois du tunnel. Ces traces sont récentes. Les voleurs ont dû les laisser en transportant les diamants. » Victor observe les marques de près, notant la direction qu'elles prennent. « Nous devons suivre ces traces. Elles nous mèneront peut-être à une sortie ou à un endroit où les voleurs ont pu cacher leur butin. » Ils avancent prudemment dans le passage étroit et sombre. Le tunnel semble ancien, peut-être utilisé à l'origine pour d'autres activités illicites. Des inscriptions à moitié effacées sur les murs suggèrent une utilisation remontant à plusieurs décennies, voire plus. L'odeur de terre humide et de moisissure envahit leurs narines alors qu'ils progressent lentement. Après plusieurs minutes de marche, ils atteignent une bifurcation. Victor s'arrête, réfléchissant. Nous devons choisir la direction la plus logique. Ces tunnels peuvent être un véritable labyrinthe. Émile examine le sol et les parois. Les traces sont plus prononcées à gauche. Les voleurs ont dû prendre ce chemin. Ils suivent la direction indiquée par Émile, traversant des sections plus larges du tunnel, où des supports en bois maintiennent la structure. Des vestiges de vieux équipements et des outils rouillés jonchent le sol, témoignant d'une époque révolue. Le bruit de leurs pas résonne faiblement contre les murs de pierre, créant une atmosphère inquiétante. Victor se penche pour examiner de plus près une inscription gravée dans la pierre. « Regarde, Émile. Ceci pourrait être un indice laissé par les voleurs, ou une marque datant de l'époque où ce tunnel était encore en usage. » Émile éclaire l'inscription avec sa lampe. On dirait des initiales, mais elles sont trop usées pour être lisibles. Continuons. Le tunnel continue de s'enfoncer sous terre, et la température baisse de quelques degrés, rendant l'air plus frais et humide. Après une bonne heure de marche, ils arrivent à une sortie dissimulée derrière un bâtiment abandonné dans le quartier des Diamantaires. C'est une preuve que les voleurs connaissaient bien les lieux et les chemins secrets d'Anvers. Victor et Émile ressortent du tunnel, la lumière du jour les aveuglant un instant. « C'est une piste précieuse, dit Victor. Mais cela ne fait que commencer. Nous devons maintenant identifier ceux qui ont pu orchestrer un tel coup. » Ils retournent à la maison Van den Berg, partageant leur découverte avec Peter. « Nous avons trouvé la sortie du tunnel, explique Victor. Les voleurs ont utilisé un bâtiment abandonné comme point de sortie. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Peter est impressionné par leur efficacité. Je suis confiant que vous découvrirez la vérité. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Victor et Émile se retirent dans leur quartier pour planifier la suite de leur enquête. Les premiers suspects commencent à émerger, et chaque détail les rapproche un peu plus de la résolution de ce mystère complexe. Chapitre 4, Premier suspect. Le lendemain matin, Victor et Émile se rendent au poste de police local pour discuter avec l'inspecteur De Vries, en charge de l'affaire. De Vries est un homme grand et mince, avec des cheveux noirs et une expression de détermination. « Messieurs Lefebvre et Durand, je suis heureux de vous voir, dit-il en les accueillant dans son bureau. Nous avons identifié quelques criminels notoires qui pourraient être impliqués. » Il leur remet une liste de noms. Parmi eux, deux se distinguent, Johan Verhoeven, un voleur de haut vol, et Klaus Müller, un ancien employé de la maison Van den Berg avec des antécédents douteux. Victor prend la liste et l'examine attentivement. Nous allons commencer par interroger ces suspects. Johan Verhoeven semble être un bon point de départ. De Vries acquiesce. Verhoeven est un criminel astucieux. Nous avons tenté de l'appréhender à plusieurs reprises, mais il parvient toujours à échapper à la justice. Victor et Émile décident de se rendre dans le quartier où Verhoeven a été aperçu pour la dernière fois. Ils se rendent dans un café discret près du port, un lieu connu pour attirer des personnages louches et des criminels en cavale. Ils s'installent à une table près de la fenêtre, leur regard scrutant chaque personne qui entre. « Il ne devrait pas tarder, » murmure Émile, consultant discrètement une montre de poche. Quelques minutes plus tard, Verhoeven entre dans le café, jetant un regard rapide autour de lui avant de s'installer à une table au fond. Victor et Émile échangent un regard. « Nous devons être prudents, dit Victor. Verhoeven est dangereux. » Ils attendent que Verhoeven soit seul pour l'approcher. Lorsqu'il commande un autre verre, Victor se lève et se dirige vers lui, suivi de près par Émile.
Monsieur Verhoeven, nous devons vous parler. Verhoeven lève les yeux, surpris mais pas effrayé. Et qui êtes-vous pour me déranger ainsi? Victor Lefebvre, détective privé, répond Victor calmement. Nous enquêtons sur le vol de diamants à la maison Van den Berg. Nous avons des raisons de croire que vous pourriez avoir des informations utiles. Verhoeven les observe un moment, jaugeant la situation. Je ne vois pas pourquoi je vous aiderais. Émile, prenant un ton plus conciliant, ajoute, nous ne voulons pas vous causer de problème, monsieur Verhoeven. Si vous nous aidez, cela pourrait jouer en votre faveur. Verhoeven hésite, puis finit par hocher la tête. Très bien. Je connais des gens qui pourraient être impliqués, mais je ne suis pas directement concerné. Suivez-moi. Il quitte le café, Verhoeven les guidant à travers les ruelles étroites du port. Il les conduit jusqu'à un entrepôt abandonné, où il affirme que les voleurs se sont rencontrés pour planifier le vol. Soyez prudents, avertit Verhoeven. Ces types ne plaisantent pas. Victor et Émile remercient Verhoeven et entrent dans l'entrepôt avec précaution. À l'intérieur, ils découvrent des cartes, des plans et des outils qui confirment les dires de Verhoeven. Ils ont maintenant une meilleure idée de la façon dont le vol a été orchestré. Chapitre 5, la filature de Johann Verhoeven. Victor et Émile se lancent sur la piste de Johann Verhoeven, un criminel connu pour ses cambriolages sophistiqués. Après avoir recueilli des informations auprès de leurs contacts dans le milieu criminel d'Anvers, ils découvrent que Verhoeven fréquente un café discret près du port. Victor et Émile décident de se poster dans le café pour surveiller les allées et venues de Verhoeven. Ils s'installent à une table près de la fenêtre, leur regard scrutant chaque personne qui entre. Le café est sombre et enfumé, les discussions des clients créant une ambiance de murmures secrets. Il ne devrait pas tarder, murmure Émile, consultant discrètement une montre de poche. Quelques minutes plus tard, Verhoeven entre dans le café, jetant un regard rapide autour de lui avant de s'installer à une table au fond. Il commande un verre, son visage marqué par la méfiance et la vigilance. Victor et Émile échangent un regard. Nous devons être prudents, dit Victor. Verhoeven est dangereux. Ils attendent que Verhoeven soit seul pour l'approcher. Lorsqu'il commande un autre verre, Victor se lève et se dirige vers lui, suivi de près par Émile. Monsieur Verhoeven, nous devons vous parler. Verhoeven lève les yeux, surpris mais pas effrayé. Et qui êtes-vous pour me déranger ainsi? Victor Lefebvre, détective privé, répond Victor calmement. Nous enquêtons sur le vol de diamants à la maison Van den Berg. Nous avons des raisons de croire que vous pourriez avoir des informations utiles. Verhoeven les observe un moment, jaugeant la situation. Je ne vois pas pourquoi je vous aiderais. Émile, prenant un ton plus conciliant, ajoute, nous ne voulons pas vous causer de problème, monsieur Verhoeven. Si vous nous aidez, cela pourrait jouer en votre faveur. Verhoeven hésite, puis finit par hocher la tête. Très bien. Je connais des gens qui pourraient être impliqués, mais je ne suis pas directement concerné. Suivez-moi. Il quitte le café, Verhoeven les guidant à travers les ruelles étroites du port. Les rues sont bordées de bâtiments en briques rouges, témoins silencieux d'une époque prospère. Des bateaux amarrés le long des quais oscillent doucement au rythme de l'eau. Verhoeven les conduit jusqu'à un entrepôt abandonné, où il affirme que les voleurs se sont rencontrés pour planifier le vol. Soyez prudents, avertit Verhoeven. Ces types ne plaisantent pas. Victor et Émile remercient Verhoeven et entrent dans l'entrepôt avec précaution. L'intérieur est sombre, poussiéreux et rempli de caisses empilées. Des toiles d'araignée pendent des coins, ajoutant une touche sinistre à l'endroit. Victor éclaire les lieux avec sa lampe, révélant des cartes, des plans et des outils qui confirment les dires de Verhoeven. Ils ont maintenant une meilleure idée de la façon dont le vol a été orchestré. Regarde ça, dit Émile en montrant un plan détaillé de la maison Van den Berg épinglé sur un mur. Ils avaient tout prévu. Victor acquiesce. Nous devons rassembler ces preuves et les montrer à l'inspecteur de Vries. Cela pourrait nous aider à remonter la piste jusqu'au véritable coupable. Ils quittent l'entrepôt, déterminés à poursuivre leur enquête. Verhoeven a fourni une piste précieuse, mais le véritable travail ne fait que commencer. Ils retournent à la maison Van den Berg pour informer Peter et sa famille de leur découverte et préparer la prochaine étape de leur investigation. Chapitre 6, la confrontation avec Klaus Müller. De retour à la maison Van den Berg, Victor et Émile décident de confronter Klaus Müller, l'ancien employé suspect. Après avoir informé Peter de leur découverte,
ils obtiennent l'adresse de Müller, qui vit dans un quartier modeste de la ville. Ils se rendent chez lui en début de soirée, espérant le trouver à domicile. La maison de Müller est petite et modeste, un contraste frappant avec la richesse ostentatoire des Van den Berg. Il frappe à la porte, et après quelques instants, Klaus Müller ouvre, l'air surpris de voir des visiteurs à cette heure. « Bonsoir, monsieur Müller », commence Victor. « Nous sommes ici pour vous poser quelques questions au sujet du vol chez les Van den Berg. » Müller pâlit légèrement mais essaie de maintenir son calme. « Je ne sais rien de ce vol, dit-il, tentant de refermer la porte. Victor met le pied dans l'embrasure pour empêcher la porte de se fermer. « Nous avons des raisons de croire que vous pourriez avoir des informations utiles. Nous aimerions entrer et discuter. » À contre-séhur, Müller les laisse entrer. L'intérieur de la maison est simple, avec peu de meubles et des murs nus. Il s'installe dans le salon, un endroit exigu mais propre. « Nous savons que vous avez été licencié pour avoir fouillé dans des documents chez les Van den Berg, dit Victor, allant droit au but. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous faisiez cela? Müller semble nerveux. Je cherchais des informations sur les conditions de mon emploi. Rien de plus. Émile intervient, son ton plus pressant. Nous avons des témoignages indiquant que vous avez agi de manière suspecte avant le vol. Si vous nous dites ce que vous savez, cela pourrait jouer en votre faveur. Müller hésite, regardant autour de lui comme s'il cherchait une issue. Finalement, il soupire et cède. Très bien. J'ai été approché par des hommes qui m'ont offert de l'argent pour leur donner des informations sur le coffre-fort. Je n'ai jamais pensé qu'ils iraient jusqu'à voler les diamants. Qui étaient ces hommes? Demande Victor. Je ne connais pas leur nom, répond Müller. Ils étaient toujours très prudents. Mais ils parlaient souvent d'un maître qui organisait tout. Victor et Émile échangent un regard. Pouvez-vous nous dire où nous pouvons trouver ces hommes? Je les ai rencontrés plusieurs fois dans un entrepôt près du port, admet Müller. Mais je n'y suis pas allé depuis longtemps. Merci pour votre coopération, dit Victor. Nous allons vérifier cette piste. Il quitte la maison de Müller, se rendant à l'entrepôt mentionné. L'endroit est désert à cette heure, les ombres longues créant une atmosphère inquiétante. Victor et Émile inspectent les environs, cherchant des indices ou des signes de la présence des voleurs. « Regarde ici », murmure Émile en désignant une caisse ouverte contenant des outils de cambriolage. Cela confirme ce que Müller a dit. Victor acquiesce. Nous devons rapporter cela à l'inspecteur de Vries. Il est temps de mettre en place une surveillance pour attraper ces hommes. Ils retournent au poste de police, partageant leurs nouvelles découvertes avec de Vries. Nous allons organiser une opération de surveillance, dit l'inspecteur. Avec un peu de chance, nous pourrons attraper ces criminels en flagrant délit. Chapitre 7, la surveillance et l'arrestation. Quelques jours plus tard, l'opération de surveillance est en place. Victor, Émile et plusieurs policiers se positionnent autour de l'entrepôt, attendant patiemment l'arrivée des voleurs. L'atmosphère est tendue, chaque bruit amplifié par l'attente silencieuse. Restez concentrés, murmure Victor à Émile. Il pourrait venir à tout moment. Peu après minuit, des ombres se déplacent furtivement vers l'entrepôt. Les voleurs entrent par une porte latérale, inconscients de la présence des policiers. Victor donne le signal, et les policiers se déploient rapidement, entourant le bâtiment. « Police ! Ne bougez plus !» crie de Vries en entrant dans l'entrepôt avec ses hommes. Les voleurs, pris de panique, tentent de fuir, mais ils sont rapidement maîtrisés. Victor et Émile s'avancent, observant les hommes menottés. Parmi eux, un homme plus âgé, avec une allure autoritaire, se distingue. « Vous devez être le maître dont Klaus Müller parlait, dit Victor. L'homme ne répond pas, fixant Victor avec un regard de défi. Nous allons découvrir qui vous êtes et qui sont vos complices, ajoute Victor. Les voleurs sont emmenés au poste de police pour interrogatoire. Victor et Émile rejoignent de Vries pour analyser les preuves trouvées sur place. Nous avons des plans, des outils et des documents qui les relient directement au vol, dit de Vries. C'est une victoire importante. Victor acquiesce. Nous avons réussi grâce à la coopération et à la persévérance. Les Van den Berg peuvent maintenant retrouver une certaine tranquillité. Chapitre 8, conclusion de l'affaire. De retour à la maison Van den Berg, Victor et Émile rencontrent Peter et sa famille pour leur annoncer la bonne nouvelle. Les voleurs ont été arrêtés, et les diamants seront récupérés sous peu, dit Victor.
Peter serre la main de Victor, les yeux brillants de gratitude. Merci, monsieur Lefebvre. Vous avez sauvé notre famille. Madame Van den Berg essuie une larme, soulagée. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Tout cela fait partie de notre travail, répond humblement Victor. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Alors qu'il quitte la maison Van den Berg, Émile sourit à Victor. Une autre affaire résolue avec succès. Victor hoche la tête. Oui, mais il y en aura d'autres. Nous devons toujours être prêts. Il retourne à Bruxelles, satisfait du travail accompli mais conscient que d'autres mystères les attendent. Les aventures de Victor Lefebvre et Émile Durand ne font que commencer, et chaque enquête les rapproche un peu plus des secrets cachés dans l'ombre de la belle Europe du XIXe siècle.